Alors, donc, je vais vous parler d'une pathologie qui est fréquente, comme on va le voir, qui est le syndrome d'apnée du sommeil, et qui va fortement perturber la vigilance le lendemain. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que, la définition des apnées du sommeil? Je vais vous parler des apnées obstructives du sommeil, sachant qu'il y a des syndromes d'apnée centrale aussi. C'est vraiment l'interruption du débit respiratoire pendant plus de 10 secondes et qui va, pour parler de syndrome d'apnée du sommeil, se répéter 5 fois par heure au cours du sommeil. Et il faut bien sûr qu'il y ait d'autres signes associés avec une fatigue ou une somnolence diurne anormale. Alors vous voyez en fait la respiration avec l'air qui rentre, les poumons qui se soulèvent. Et ce qui se passe pendant les apnées, c'est que la langue bascule en arrière et va venir obstruer le passage de l'air. Donc évidemment, vous avez une apnée à ce moment-là. Et il y a une reprise ensuite respiratoire avec souvent un mouvement et qui s'accompagne, vous l'entendrez tout à l'heure, il y a un autre enregistrement avec des bruits, avec un gros bruit, ce qui fait que quand on dort à côté, on est assez impressionné par cette séquence très très impressionnante, et les conjoints en général sont de bons détecteurs d'apnée du sommeil parce que ce sont eux qui disent écoutez, il y a un truc qui se passe, voilà, il m'inquiète beaucoup, il s'arrête de respirer, parce que c'est plus souvent des hommes comme on va le voir. Alors effectivement, il y a des facteurs anatomiques qui jouent. Là, vous avez vu que c'est souvent au fond de la gorge, au niveau de la langue, mais vous pouvez avoir une contribution qui va aussi être au niveau nasal, avec des gens qui ont des déviations de la cloison, parfois une obstruction d'une narine, et ce qui fait qu'il y a des facteurs anatomiques qui jouent tout à fait, avec une morphologie osseuse particulière. Mais il va aussi y avoir le fait que selon le degré d'obésité de la personne, vous allez avoir une obstruction plus ou moins importante parce que bien sûr, vous avez des parois osseuses, mais vous avez des muqueuses avec de la graisse. Et si les gens sont obèses, eh bien cette graisse va aussi être plus importante et donc obstruer tout le défilé au fond de la gorge, et donc contribuer à créer des apnées en cours de nuit. Alors il y a bien sûr aussi tout ce qui va être les aspects de la commande, avec une instabilité respiratoire qui est vraie au cours de certains stades, et tout ce qui va être les transitions aussi entre la veille et le sommeil, qui sont des moments particuliers au niveau respiratoire qui peuvent contribuer à l'apparition d'apnée. Alors ça touche 2 à 5% de la population, et vous avez plus d'hommes que de femmes, 2 fois plus, et c'est vrai que ça augmente aussi beaucoup avec l'âge et, comme je vous l'ai dit précédemment, avec l'obésité, enfin, avec le surpoids déjà et avec l'obésité. Alors il y a un facteur héréditaire. Et quand on voit qu'il y a un proche parent, le risque il est déjà multiplié par 1,4. Mais vous voyez que si vous avez 3 proches parents qui ont un syndrome d'apnée du sommeil, vous avez un risque qui est beaucoup plus important. Probablement d'ailleurs lié aussi à la morphologie. Vous avez souvent une hérédité bien sûr morphologique. Et les gens qui ont un menton en arrière, par exemple, vous avez toute une famille, les Bourbons par exemple, ils devaient être tous apnéiques à mon avis. Mais vous avez une prédisposition familiale qui est effectivement héréditaire. Alors d'autre part, les apnées du sommeil, c'est tout à fait associé avec toute une série de pathologies, un peu dans les deux sens d'ailleurs, c'est-à-dire qu'on voit que les apnées du sommeil s'accompagnent plus souvent de diabète, et à l'inverse, que le diabète va plus souvent s'accompagner d'apnée du sommeil, les maladies coronariennes, l'hypertension artérielle résistante, la fibrillation auriculaire, l'insuffisance cardiaque, et alors une énorme association avec l'hypertension artérielle. Alors les conséquences des apnées, eh bien, vous avez vraiment, quand vous avez une apnée, une asphyxie qui est répétitive au cours de la nuit,
avec une baisse de l'oxygénation, un cœur qui va se mettre à travailler à ce moment-là par à-coups. Donc, ça explique tout à fait que vous allez avoir une grosse quantité de complications cardiovasculaires. Je n'ai pas parlé des accidents vasculaires cérébraux, mais c'est aussi une complication fréquente. Donc, vous avez des nuits qui ne sont pas du tout reposantes. En fait, la nuit pour un apnéique, c'est un peu comme un marathon où le cœur va continuer à travailler d'une manière très très irrégulière. Vous allez avoir constamment des petits pics d'hypertension et donc le sommeil ne peut pas jouer son rôle absolument. D'autre part, vous avez une fragmentation du sommeil, donc vous allez avoir une somnolence diurne. Ce sont des gens qu'on retrouve bien souvent assis en train de dormir dans le train, dans le métro, ça c'est fréquent, mais aussi au bureau, en réunion, avec une forte propension donc à tomber dans le sommeil. Alors au niveau du risque cardiovasculaire et des effets du traitement, vous voyez que pour les syndromes d'apnée sévère, alors on parle de syndrome d'apnée sévère quand on a des apnées supérieures à 30 par heure, apnée-hypopnée, eh bien vous voyez que le décès par infarctus est multiplié par 2,87. Pour les SAS sévères, mais avec des complications, avec un infarctus simple, un accident vasculaire cérébral ou un pontage ou une angioplastie, le risque est alors de 3,17 fois plus. Mais quand vous utilisez un traitement, qui est en l'occurrence là le traitement par pression positive continue, eh bien, on voit que ça se normalise ici, et ça c'est très très important parce que c'est très très encourageant pour les patients de leur dire qu'il va y avoir des possibilités thérapeutiques qui marchent et qui vont éviter ces complications dramatiques. Alors quand est-ce qu'on suspecte un syndrome d'apnée du sommeil? Il y a un certain nombre de signes cliniques que l'on retrouve. Vous voyez que par ordre de fréquence, le ronflement est pratiquement toujours associé au syndrome d'apnée du sommeil. Quand il y a des apnées observées par le conjoint, c'est aussi un très fort argument d'orientation. La somnolence diurne, elle est fréquente, mais pas systématique, contrairement à ce qu'on disait, en tout cas ce qui est mis même dans les conditions de prescription de la PPC par la Sécu. La nicturie est fréquente. Il peut y avoir un reflux gastro-œsophagien. Il y a une dépression qui est associée dans 30 à 40% des cas. Et il y a bien sûr des accidents liés à la somnolence, essentiellement des accidents automobiles, qui sont de l'ordre de 6%. Alors, on retrouve souvent une obésité tronculaire dans 60% des cas, mais on voit de plus en plus de gens qui ont un syndrome d'apnée qui sont maigres, en particulier chez les jeunes. Et, je vous ai parlé d'hypertension artérielle donc, qui se retrouve dans 50% des cas. Et on peut aussi retrouver une hypertrophie des structures pharyngées, mais vous voyez que ce n'est pas si fréquent que ça. Au départ, les ERL pensaient vraiment que ça allait être la solution. C'est simplement en faisant une intervention au niveau ERL, en dégageant, entre autres, le voile du palais et la luette. On pourrait guérir les apnées. Comme on va le voir, c'est pas du tout aussi simple que ça. Alors, pour évaluer la somnolence, vous avez tous testé tout à l'heure l'échelle d'Epworth. Elle est intéressante parce que elle est souvent augmentée dans le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, c'est un élément un peu, en tout cas, qui attire votre attention parce qu'elle est facilement remplie en consultation et qu'après, vous pouvez investiguer un peu ce qui se passe. Sachez néanmoins que les plus forts scores d'Epworth, les plus impressionnants, quand on trouve des scores à 21, 22, 23, c'est rarement des apnées du sommeil, c'est souvent lié à des causes d'hypersomnie dépressive ou lié à une psychiatrique au sens large.
Alors, les signes cliniques, quand on regarde quelqu'un qui a un syndrome d'apnée du sommeil, eh bien, généralement, le diagnostic, on peut l'évoquer en voyant arriver la personne, quelqu'un qui est très enrobé, voire obèse, qui a un cou de taureau très large avec, pour un peu qu'il ait un surpoids. Et physiquement, il y a des types qui sont vraiment très évocateurs. Quelqu'un qui a une rétrognatsie, vous voyez là le monsieur qui a effectivement un menton qui est en arrière. Et quand on lui fait ouvrir la bouche, si on trouve une grosse langue, on n'arrive même pas à voir le fond avec la luette et le voile du palais. Donc c'est assez évocateur. Alors vous pouvez aussi trouver de grosses amygdales, chez les enfants en particulier, c'est ce qu'on voit le plus souvent. Un palais aussi assez fermé, étroit, comme on appelle palais ogival. Ou alors on voit parfois des gens qui ont une luette qui pratiquement touche la langue. Et on imagine que effectivement en dormant, ça va être des facteurs d'obstruction qui vont se révéler. Alors pour faire le diagnostic, il y a deux types de diagnostics, soit une polygraphie ventilatoire, soit une polysomnographie. La polygraphie ventilatoire, c'est en fait la polysomnographie sans les électrodes sur la tête, mais vous avez tout le reste, c'est-à-dire une ceinture thoracique, une ceinture abdominale, un capteur oxymétrique, un capteur qui est mis au niveau du nez ou de la bouche et de la bouche pour voir le flux, et parfois d'autres capteurs qui existent dans certains appareillages. Et donc, voilà, la polygraphie ventilatoire. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ça se fait assez facilement, y compris à domicile, parce que les capteurs s'en vont rarement. La seule condition pour faire une polygraphie ventilatoire qui est absolument indispensable, c'est qu'il faut être sûr que le patient a dormi et qu'il n'y ait pas eu trop d'éveil dans la nuit, parce que sinon on sous-estime le syndrome d'apnée du sommeil et on peut complètement passer à côté d'un diagnostic en faisant cet examen-là, si on n'a pas contrôlé le sommeil d'une manière ou d'une autre, au moins par l'interrogatoire. Alors en labo, vous voyez ce que ça donne. Je crois qu'on va voir quelqu'un tout à l'heure qui sera branché. Alors voilà ce que ça donne. Un syndrome d'apnée du sommeil vécu au quotidien par certaines femmes. Alors c'est bien d'avoir le son, parce que quand je le passe sans son, c'est quand même moins intéressant. Là, vous voyez, l'apnée s'est produite, donc on n'entend plus rien. Ça paraît calme. Mais regardez, les mouvements thoraciques, les mouvements abdominaux, pardon, les mouvements thoraciques commencent à apparaître avec la lutte contre l'apnée. Elle dure longtemps, 45 secondes, mais ça peut durer plus longtemps que ça. Là, regardez, il lutte. Enfin, ça commence à passer. Et vous voyez, enfin, il y a une souffrance, hein, vraiment. Et là, il repart en apnée. Donc, c'est très, très impressionnant. Et vous imaginez bien que ça met tout l'organisme à mal et qu'il y a vraiment des conséquences qui peuvent être graves. Alors voilà, ça, il va commencer à reprendre. Mais quand ça se passe comme ça, les femmes sont à côté en train de compter en disant 1, 2, 3, enfin, il s'est arrêté 1 minute, il s'est arrêté 1 minute et demie. Bon. Et le pire, vous voyez que c'est terriblement impressionnant. Le pire, c'est que vous avez des gens qui ont ce style d'apnée aussi sévère que ça, et qui vous disent le lendemain, non, moi je dors bien, dès que je me couche, je m'endors. Donc c'est quand même un diagnostic très très surprenant, où souvent c'est les autres qui notent des anomalies, les personnes vivent relativement bien ou tolèrent relativement bien la fatigue, même la somnolence, et c'est une découverte d'examen où on leur dit, monsieur, parce
que là, pour le coup, dans les syndromes d'apnée sévère comme ça, c'est plutôt des hommes, vous avez un syndrome d'apnée très sévère et c'est très sérieux, voire grave, et il faut vous traiter. C'est assez... Enfin, il n'y a pas tellement d'équivalent. Enfin, dans les diagnostics de prévention des cancers où on annonce aux gens qu'ils ont quelque chose de sévère, c'est un peu équivalent. Mais là, on va leur mettre une machine chez quelqu'un au départ qui ne perçoit rien éventuellement de sa pathologie. Ce n'est pas vrai pour tous, hein. Il y en a d'autres qui ont vraiment une somnolence qui les gêne et pour lesquels ils voient vraiment la différence après. Mais il y en a un certain nombre qui se plaignent au départ de rien. Donc, il y a des index d'apnée de 0 à 5, c'est normal. De 5 à 15, c'est un SAS léger. On se demande s'il faut traiter, pas traiter. Il n'y a pas de consensus là-dedans. Le SAS modéré, entre 15 et 30, c'est pareil. On penche plutôt sur le fait qu'il faut traiter, mais comment, c'est pas évident. En revanche, où tout le monde est d'accord, c'est quand dans le syndrome d'apnée sévère, au-delà de 30, là, il faut nécessairement un traitement. Alors, vous voyez, sur les tracés polysomnographiques, en fait, on objective ces interruptions, même si vous ne comprenez pas tous les signaux. Là, vous voyez que vous avez des flux avec des ondes qui vont vers le haut, vers le bas, donc l'inspiration, l'expiration. Et puis, à un moment donné, ça s'arrête. Donc là, c'est vraiment l'apnée. Et vous voyez que ça se répète, alors un certain nombre de fois. Et vous avez des gens qui font des apnées au moins une par minute, voire le pire qu'on enregistre, c'est un index de 110, voire 120 apnées par heure. Donc c'est absolument énorme. Ce n'est pas le plus fréquent, mais ça arrive. Là, par exemple, vous avez la représentation d'un tracé de sommeil toute une nuit, avec, on voit les apnées et les hypopnées qui sont représentés en rouge ici, le ronflement qui est en haut, et puis vous voyez les désaturations en oxygène qui sont très très clairement représentées et concomitantes des événements respiratoires. En revanche, vous voyez qu'au niveau du sommeil, finalement, c'est pas si dramatique que ça. Il est en état stable à chaque fois, avec peut-être des micro-éveils qui ne sont pas représentés là, mais le sommeil n'est pas si dramatiquement perturbé quand on regarde la nuit. Alors, le traitement, perdre du poids, ça c'est sûr, mais je dirais surtout de ne pas en prendre. Et ça, avec l'âge, il faut faire très très attention et encourager nos patients et nous-mêmes d'ailleurs de ne pas grossir. Donc, tout ce qui va être exercice physique est extrêmement bien parce que ça peut maintenir une bonne forme. Et si on n'arrive pas à maigrir ou si on a pris du poids qui fait qu'on a un syndrome d'apnée souvent associé, le traitement de référence, c'est le traitement par pression positive continue. Alors, vous voyez, c'est le port d'un masque avec un petit compresseur qui va envoyer de l'air au travers des narines ou parfois dans le nez et la bouche avec un masque qui est un masque facial. Pour les gens qui ont un nez bouché, c'est la seule solution. Je vous conseille d'ailleurs au moment de la pause, il y a les stands des prestataires qui ont tous apporté des machines. Je vous conseille vraiment d'essayer un masque, de voir comment ça fait, parce que c'est pas si facile que ça de dormir avec cet accoutrement. Ceci étant, il y a un tel effet le lendemain que les gens, il y a certaines personnes qui disent maintenant, même si je pars 2 jours, je le prends, c'est ce qu'on leur conseille d'ailleurs, même si je fais une sieste, je mets mon masque. Et vous voyez, en France actuellement, il y a à peu près 500 000 patients traités par PPC, et dont 80% qui s'adaptent bien au traitement, donc c'est quand même très très encourageant. Alors les autres traitements, il y a un traitement qui, en haut, vous voyez, c'est un espèce d'appareil dentaire qu'on appelle l'orthèse d'avancée mandibulaire, qui va être un système avec un bras de levier. Alors, vous avez différents modèles, hein, on va pas faire de différence dans les appareillages. Sur le principe, c'est un peu toujours le même système. Il faut décaler en fait la mâchoire, la mandibule vers l'avant pour que l'espace rétropharyngé postérieur soit étiré, ouvert. Donc ça marche bien,
mais ça marche plutôt chez des gens qui n'ont pas d'obésité ni de surpoids, parce qu'il faut que les tissus puissent se tendre. Et si vous avez de la graisse qui remplace l'espace qui est libéré par l'orthèse, ben évidemment, ça ne marche pas. D'autre part, il ne faut pas que les gens aient des problèmes au niveau de l'articulation temporomandibulaire, parce que s'ils ont des douleurs, ils ne supporteront pas une avancée suffisante et donc ne pourront pas porter cet appareil. Après, il y a eu enfin, après, c'était pas après, c'était... Ça a été un des premiers traitements proposés des apnées du sommeil. Après la trachéotomie, hein, le tout premier traitement qui a été proposé dans les années 70 et quelques, ça a été la trachéotomie, c'est-à-dire vraiment on fait un trou et on permet aux gens de respirer. C'était assez extrême. Et du coup, après, il y a eu effectivement les premiers traitements, ça a été des traitements chirurgicaux qui ont essayé d'ouvrir un peu l'espace pharyngé postérieur, jusqu'au moment où il y a un Australien qui a imaginé de mettre un masque, qui était un masque moulé à l'époque, avec une pression qui était envoyée, donc les fameux appareils à pression positive continue. Alors pour ce qui est de l'uvulopharyngoplastie, en fait maintenant on a un recul très très large. Si ça marche relativement au début, c'est-à-dire qu'il y a 40-50% des gens qui peuvent être améliorés, à 2-3 ans, il n'en reste plus qu'une petite vingtaine ou une trentaine de pourcents dans le meilleur des cas. Donc c'est pas du tout la panacée que les ERL avaient cru pouvoir trouver. Alors toujours dans les traitements un peu radicaux, il y a l'ostéotomie d'avancée mandibulaire. Donc vous voyez qu'en fait on fait ce que fait l'orthèse, mais d'une manière chirurgicale, c'est-à-dire qu'on coupe la mandibule, on avance la mandibule. Il y a même des interventions où on sectionne au niveau de la partie haute du massif facial pour avancer la totalité du massif facial. Ce sont des interventions lourdes, mais qui marchent plutôt bien d'après ce que disent les chirurgiens et d'après la littérature. Néanmoins, c'est réservé bien sûr pour les cas de gens qui ne supportent pas la PPC, ou bien il y a un certain nombre de chirurgiens qui ont tendance à le proposer maintenant à des gens jeunes, puisqu'on fait des diagnostics chez des gens qui ont 25-30 ans. Et éventuellement, évidemment, imaginer de porter un appareil à PPC toute sa vie, c'est pas très facile. Donc, c'est sûrement une possibilité. Alors, voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Merci beaucoup.